Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 28e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je vous présente une discussion à cœur ouvert avec Cédric Lotte, vétéran de la bande dessinée québécoise qui fit ses débuts dans le mythique mensuel Métal Hurlant à la fin des années 70, à qui l'on doit notamment les albums uniques que sont Atlantic City, Spray et Le Petit Ramoneur. Cédric Lotte, salut. Hey, salut. Merci Mon beaucoup. ami. Merci beaucoup de nous recevoir face au fleuve. C'est une vue splendide. C'est pas une vue, j'ai l'impression, moi, d'être dans un énorme paquebot qui s'en va dans le fleuve, comme un capitaine. Moi, Cédric, j'ai l'impression d'être dans Le Petit Ramoneur. Tout à fait. C'est exactement Et ça. avec les fenêtres, avec les carreaux, on a vraiment l'impression de la planche. C'est vraiment un panoramique unique, comme ton œuvre, comme ce que tu es, Cédric Lotte. Un être unique, une espèce de géant au cœur tendre. Merci beaucoup de nous recevoir, Cédric. Tu savais comme ça me fait plaisir. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que quelqu'un vienne à un moment donné voir un petit peu ce que je fais, parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être complètement dans un autre âge. C'est intéressant d'entrer dans ton atelier parce que on a tellement plein de références, des albums, des planches, mais de ton travail de sculpteur, de ton travail d'artiste, c'est magnifique, là. On est dans ton antre et c'est le croisement des différentes disciplines que tu as fait ou que tu fais encore. On a le petit ramoneur sous cloche, on a la sculpture même de la tête. Qui devrait être en bronze. Qui devrait couler en bronze, parce que j'espérais que la ville de Québec soit fière de mon histoire et mette, comme beaucoup de villes, premièrement, beaucoup de villes en Europe font. Ils mettent des petits personnages qui ont été inventés en bande dessinée en bronze, quelque part. Et ce petit personnage-là, c'est vraiment un petit bonhomme qui a vécu dans l'histoire du Québec, de Québec. Et donc, tu fais référence au Petit Ramoneur, personnage de ton plus récent album, qui, pour vrai, là, on a une vue imprenable sur le fleuve. Moi, je retirerais bien un canon ou deux, là, pour mettre une œuvre de Cédric. Je pense pas qu'on entacherait l'histoire de la conquête de Québec tant que ça. Peut-être juste retirer un canon. Mais d'ailleurs, ton album, ton plus récent album, c'est une formidable lettre d'amour à Québec, là. Ouais. D'ailleurs, le personnage principal de ce récit-là, c'est la ville, c'est Québec. C'est dans chaque recoin des cases, dans tes paysages, la ville, pour moi, n'a jamais été aussi vivante. Ah, t'es gentil. Mais tu sais, quand j'avais 20 ans, 22 ans, moi je travaillais à Québec, j'habitais Lobinière. Je travaillais à Québec, je faisais des caricatures pour Le Soleil, je faisais des petits trucs pour Cossette, qui est devenu une grosse énorme, hein? Oui. Ouais. Et je voyais pas tout ça. Je voyais cette belle ville magnifique, mais pour moi, c'était comme... c'était journalier, tu sais, c'était quelque chose que je voyais tout le temps. Et quand je suis revenu, la vraie vérité, c'est que quand j'étais à Montréal, j'en pouvais plus. Moi, Montréal me déprime à mort. Montréal est sale, Montréal est cher. C'est cher de trouver un appartement. Et je suis parti dans ma petite van, une petite Toyota van, dans laquelle j'ai couché 2 ans, pour
trouver l'appartement que je voulais vraiment à Québec, le moins cher possible, mais pas devant un mur de briques, tu comprends? Pas devant un parking ou devant une route où tous les autobus. Fait que j'ai patienté, j'ai regardé sur Marketplace et tout ça, et j'ai trouvé cet endroit-là. Et tout de suite, je suis tombé dessus. Et c'est pas le grand luxe, c'est un appartement qui est vraiment délabré, mais avec une vue que je connais bien, qui est celle du fleuve, parce que j'ai passé quand même presque 30 ans de ma vie à l'Aubinière, sur le bord du fleuve, avec des amis marins, des amis capitaines, des capitaines de vaisseaux et tout ça. Mon plus grand ami est un capitaine qui me raconte des trucs absolument extraordinaires. Donc, pour moi, c'est sûr que le fleuve, la vue, moi j'ai besoin de vue. Je vois là-bas, à Charlevoix, juste en arrière, là-bas, là, c'est la Malbaie. Tu sais, et on ne se rend pas compte de la beauté de ce qu'on a ici. C'est absolument... Moi, ça me dépasse. Puis, quand je suis arrivé ici, puis que j'ai commencé à me promener dans Québec, je me suis rendu compte l'histoire qu'il y avait en arrière de cette ville qui est absolument, mais alors là, hallucinante. Parce que c'est quand même la première ville d'Amérique. C'est la plus vieille ville d'Amérique. C'est absolument incroyable. Et ce qu'ils ont fait bien ici à Québec, c'est qu'ils mettent des espèces de petits... des espèces de plaques explicatives, ouais, je me souviens pas du terme exact. Où tout le monde, où tous les artistes, photographes, journalistes, politiciens ont habité, tout ça. Je regarde ça, je dis, fuck, c'est complètement incroyable tout ce qu'il a vécu ici. Mais c'est l'histoire à ciel ouvert, en fait. Mais c'est la base, c'est le berceau de l'Amérique. D'ailleurs, de mémoire, on n'est pas très loin de la toute première maison de Québec. Bon, c'est un peu plus à l'est. Je me souviens, j'avais un ami belge, la première visite qu'il a effectuée au Québec au milieu des années 90, on était passé devant cette toute petite maison et il y a une plaque qui dit « Voici la toute première maison, la toute première construction de la ville de Québec » et c'est tout petit. Ouais. Mais c'est d'une poésie, c'est d'une richesse parce que c'est la mémoire au final. Oui, mais je te dirais que c'est plus que la mémoire parce que il y a eu tellement de batailles ici, ouais. Tellement de gens qui ont voulu prendre la Nouvelle-France, les Américains, les Anglais, tout. Ils ont tout essayé, puis on a été tellement rebelles, on les a tellement balayés, et malheureusement, quelque part, injustement, les Anglais nous ont battus. Ce qui est terrible, parce qu'ils ont complètement envahi le Canada, et alors que la plupart des coureurs des bois, des découvreurs, de tout ce que tu veux, étaient partis jusqu'en Louisiane, jusqu'à Vancouver et tout ça. C'était des Français qui ont complètement... C'est sûr que si l'issue de la guerre avait été différent, ben tout l'Est américain, ce serait francophone, là. Oui. Ce serait une toute autre... réalité. Ouais. Mais ils ont quand même une culture très francophone aussi. Ouais. Ce qui est bien, ce qui est fantastique, parce que, tu sais, par exemple, Massachusetts, voilà. C'est magnifique. Tout à fait. Ils sont respectueux aux traditions. Je connais bien cette région-là. Mais
il reste que très peu de gens connaissent tout ça. Malheureusement, c'est fou comment cette histoire a été diluée et peut-être que je me ferais pas aimer quand je dis ça, là, mais c'est à peu près la même chose pour un auteur, pour un artiste au Québec, comment les choses se diluent, comment on oublie tout, comment on ne sait pas pourquoi il a fait ça, comment il a pu faire ça, qu'est-ce qu'il a réalisé dans sa vie, pourquoi les choses ont évolué, et c'est ça qui me déprime, parce que au Québec, je regarde juste au Québec. Moi, j'ai beaucoup fait de recherches pour mon petit ramoneur autour d'ici, toute cette baie-là, où c'est comment les Amérindiens... C'est drôle parce qu'on dit Amérindien, mais on dit quand même Indien. Hein? Mais moi, j'aimerais continuer à dire Indien, parce que moi, les Indiens, je les aime. Mais toute l'histoire qui a été absolument créée autour de Québec, c'est absolument hallucinant. Il y a de quoi écrire des romans et des romans. Mais c'est déjà ce que tu as fait, et c'est là où je veux en venir. Tu as encapsulé cette espèce de pulsion-là dans Le Petit Ramoneur, parce que Le Petit Ramoneur, c'est un album qui couvre quand même plusieurs centaines d'années. Là. En fait, j'aurais envie de te dire que c'est une... Pour moi, j'ai l'impression que c'est du... que c'est... Il y a quelque chose de proustien dans ton travail, mais sur amphétamine. Quand tu lis Le Petit Ramoneur, littéralement, moi, comme lecteur, j'ai reçu une gifle en plein visage. Ah, t'es gentil. Il y a quelque chose d'une telle densité, et c'est stratifié. C'est dur de mettre des mots sur ce que tu as fait, parce que cet album-là, qui est paru chez Moël Graphique, il exige de nombreuses relectures, parce que la première fois qu'on sort de cet album-là, on est tellement... Pour moi, non, mais c'est l'effet de surprise que je me dis, attends, il faut que je relise, parce que là, j'ai rien lu. C'est tellement percutant, ton travail. Puis c'est percutant au niveau graphique, c'est percutant dans la générosité du propos, dans tout ce que tu as essayé de nous transmettre. Parce que pour moi, c'est un album qui est excessivement généreux. Tu sais, tu t'es fait rare pendant tellement longtemps, Cédric, que le simple fait que tu sois revenu en 2019 avec l'album Spree, moi, je me souviens à l'époque quand j'ai su ça. Un nouvel album de Cédric Lotte. En plus, je suis un éditeur européen. Je me suis dit, on fera pas... Je me suis dit, je ferai pas la fine bouche. Il y a quelqu'un qui édite Cédric Lotte. Célébrons. Sabrons le champagne. Et tu sais, tu parlais tantôt de l'amour de Québec versus la laideur de Montréal. Tu sais, Spree se passe à Montréal. On est sous le pont, à côté du pont Jacques-Cartier. Il y a quelque chose on est dans la jungle urbaine. On est dans un milieu sans pitié. Spree, c'est une espèce d'être déchiré qui vit la nuit. Et là, Le Petit Ramoneur, c'est l'antithèse de ça. C'est la luminosité, la beauté. Oui, c'est dur, Le Petit Ramoneur, parce que l'hiver est vivifiant, parce que notre histoire est dure aussi. On a perdu la guerre. Que veux-tu? Il faut composer avec. Hein? L'histoire est toujours racontée de la perspective des gagnants. Moi, ce que j'aime de ton album du Petit Ramoneur, c'est que c'est une façon différente de raconter notre histoire de résilience. Ouais. C'est magnifique ce que tu as fait, Cédric. Ben, c'est gentil. Non, je dis pas ça pour être gentil. Je dis ça parce que c'est la somme d'une vie, cet album-là. C'est gentil. Mais je vais te reprendre là-dessus. Tu viens exactement de dire vraiment ce que je suis. Parce que j'ai toujours été un petit gars seul, parce que j'avais pas d'amis, parce que
Tout le monde me pétait la gueule et tout ça. Et parce que j'étais un crise de français et tout ça. Donc, moi, j'ai essayé de rebâtir ma personnalité, mon univers et tout ça. Si j'étais fort, si j'étais grand, si je savais dessiner, si j'étais capable de... j'ai creusé des tunnels dans la terre, j'ai fait des cabanes. J'étais inarrêtable. Inarrêtable. Et en grandissant, pour moi, les personnages les plus intéressants dans ma vie, c'est des enfants. Et parce que je suis resté un enfant, moi, j'ai pas grandi d'une pièce, là. Vraiment pas. J'ai encore plein de problèmes avec les impôts et tout ça. Je suis incapable, je suis pas bon là-dedans, je suis pas là, je suis pas dans votre univers. Fait que tous mes personnages sont enfants, rebelles, pauvres, forts, qui se débrouillent. Et ça a toujours été ce qui m'intéresse le plus. Le reste, ça m'intéresse absolument pas. Zéro. Là. Tout ce que j'ai fait dans Métal Hurlant, je le faisais un petit peu là, parce que c'était Métal Hurlant, mais j'ai jamais exprimé ma vraie passion. Ma vraie passion, moi, c'est comment il s'appelle le Gavroche. Ouais. Moi, c'est Gavroche. Le reste, ça m'intéresse zéro. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est comment les enfants sont intelligents, sont fous, sont forts, ils sont capables de se rebeller, ils sont capables d'avoir du cœur. Parce que moi, j'ai connu ça. Toute ma jeunesse a été basée là-dessus. Fait que Spray, qui est un petit gars, mon petit ramoneur, qui est un autre petit gars, mon petit Noël, qui est un autre petit gars. C'est tous des petits gars, ou ça pourrait être des petites filles aussi. Ça aucun. Mais tout ça, pour te dire que je suis vraiment un rebelle, si tout ça m'inquiète. Moi, je suis resté à cette hauteur-là. La guerre, tout ce qui se passe, pour moi, c'est abominable. Et peut-être que je m'éloigne de ta question. Non, parce que le monde est trop souvent intolérable. Alors moi, une des raisons pour lesquelles je fréquente la littérature, puis que je fréquente la bande dessinée, moi, ça m'a sauvé la vie. Ben, ça m'étonne pas. Ça m'a sauvé la vie. T'es un gars hyper généreux, c'est fantastique de parler avec toi. Mais quand tu parles à d'autres personnes, ils n'ont pas cette profondeur que t'as, ils comprennent pas ça. Tu comprends? Ben je te renvoie le compliment dans ta... Non. Écoute-moi. Quand tu te fais interroger par des gens qui n'ont rien vécu dans leur vie, là, qui critiquent tes albums alors qu'ils n'ont absolument rien fait de leur crise de vie, là, c'est dur à prendre. Moi, ma vie, là, depuis l'âge de 12 ans, je suis un batailleur, je me bats. Comment quelqu'un peut venir à côté de moi et dire c'est moyen, c'est ça. Je veux dire, moi, puisque j'ai deux nationalités, française et canadienne et québécoise, surtout, moi, les Français, là, quand ils m'interrogent et tout ça, je te jure que je leur donne une hostie de varlope. Parce que je les connais bien, je sais comment c'est. Mais les vrais de vrais, comme en Bretagne et tout ça, c'est mes vrais buddies. Eux, ils ont tout compris. Puis je pense que on est probablement les plus près du Québec et de la Bretagne. On est vraiment très près. Mais le reste, c'est abominable. Tout ça pour te dire que la façon dont tu travailles, je
trouve ça fantastique. Ben écoute, je te renvoie le compliment parce que, tu sais, moi, je veux dire, à la base, je suis un artiste aussi, je suis un interprète. Ben oui. Moi, je me défends, je me suis jamais défini comme une critique parce que un peu comme tu dis, pour moi, les critiques, je les lisais pas parce que quand ils étaient bonnes comme quand ils étaient mauvais, je les lisais pas. Et la raison est la suivante. Moi, mes critiques, c'est les gens qui venaient s'asseoir au théâtre, qui se payaient une gardienne, un stationnement, un restaurant, qui faisaient le choix d'investir leur dollar culturel dans une salle de spectacle. Et moi, si, dans une comédie, ils riaient dans la salle et qu'ils passaient une belle soirée, moi, je me disais, il n'y a rien, il n'y a aucune critique dans un journal avec mon nom, puis un qualificatif entre parenthèses qui va accoter ça. Alors moi, dans ma pratique, évidemment, je suis là, moi, je suis un passeur. Tu comprends? Moi, moi, je m'intéresse à vos œuvres, je m'intéresse à ce que vous êtes foncièrement, parce que quand on tombe sur un album de Cédric Lotte, on se dit, OK, là, on est en présence d'un créateur d'une grande sensibilité, d'une dextérité incroyable. Je veux dire, tes planches, c'est des toiles, c'est des tableaux, et on est absorbé, on plonge dans un album. Tu sais, j'ai relu dernièrement Atlantic City, album que tu as illustré au début des années 80, conjointement... oui, oui, c'est un document, ben oui. Ben oui. Je te l'offre. C'est un document. La bande dessinée québécoise, Le Mickey jaune, ça, c'est une exposition québécoise, une délégation québécoise qui avait fait l'objet d'une exposition en 1982 en Europe. Mais tu sais, moi-même, je suis surpris. Parce que quand je tourne les pages, puis que je tombe sur les miennes, puis je regarde toutes les pages et tout ça, puis que je tombe sur le mien, je me dis, qu'est-ce? J'étais donc bien mature. Ah ben oui, mais non, mais là, attends. Là. J'étais donc bien mature. Mais... Comment ça se fait que j'étais pas dans toute cette... Tu sais, je regarde Godbout, c'est les débuts de Godbout. Ouais. Tu sais, je regarde, mais comment... Pourquoi? Mais c'est pas pour rien que tu as fait tes débuts dans Métal Hurlant, je veux dire. Oui, mais Cédric, comment ça se fait? Regarde les noirs, comment tous les noirs, les blancs sont équilibrés. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait ça, je le comprends pas. Ben, ça s'appelle le talent, ça s'appelle l'instinct. Moi, le talent, j'y crois pas. Quand j'étais jeune, j'habitais à Fredericksburg et on allait avec mon père et moi aux États-Unis, dans le Vermont et tout ça. Ouais. Puis il y avait des ventes de garage, des vieilles anglaises et tout ça, qui vendaient des livres d'histoire avec plein de dessins puis tout ça, tout britannique et tout ça. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner, c'est en regardant ça, comment c'était magnifique, le punch, tout ce que tu veux. Moi, j'ai découvert les plus grands auteurs du monde à Saint-Alban, sur le bord du... Et j'ai vu du noir et blanc, j'ai vu comment l'équilibre était fantastique. C'est juste parce que j'étais intéressé à ce qui était beau. Oui, mais tu l'as... Tu sais, l'artiste, c'est une éponge. Il absorbe. Donc, tu as absorbé, tu t'es imprégné de ces choses-là. D'ailleurs, on a eu cette discussion-là. J'avais 12 ans. Oui, mais il faut jamais... Et puis tu parlais de l'importance de l'enfance. Les enfants, c'est des capteurs, c'est des éponges extraordinaires. Les premières années de notre vie sont les plus déterminantes du restant de notre existence. Parce que c'est à partir du moment qu'on emmagasine, et c'est ce que tu as fait. Puis tu sais, pour moi, le petit ramoneur avec tout le travail graphique, c'est du Dickens. Tu sais, c'est Charles Dickens. C'est ça, là. On est dans l'époque victorienne. Là, tu tombes dans le bon, mon gars. Dans le généreux, dans le... Et c'est tellement... c'est tellement fin.
Mais tu sais, moi, ça m'étonne pas. Et puis, tu sais, il faut le dire, là, à la fin des années 70, tu débutes dans les pages de Métal Hurlant. Je veux dire, c'est fou, là, quand on y pense aujourd'hui. Ouais, je le sais, parce que j'avais du courage, parce qu'au Québec, personne ne voulait de moi. Crow voulait pas de moi, et personne ne voulait de moi. Fait qu'il y a un seul personnage qui était l'ancien directeur de Tintin en Belgique, qui m'a édité. Desclés, ouais. Comment on prononçait Desclés, ouais, c'est ça. Qui est mort il n'y a pas très longtemps. Personnage d'ailleurs qui ne faisait pas l'unanimité au Québec. Non. Pour beaucoup de choses. Ouais. Mais moi, j'ai toujours aimé. Moi, je suis un peu con parce que j'ai toujours aimé ceux qui m'ont donné la chance. Puis, dans le fond, quelque part, ils m'ont tous un peu volé, tu sais. Comme Métal Hurlant m'a un peu volé dans leur faillite et tout ça. Moi, j'ai perdu énormément d'argent. T'as juste à voir ici Manœuvre qui me dit on va faire plein d'albums ensemble. Hein? Puis j'avais déjà du matériel pour faire au moins un album ou deux. Et même son thème, la business, c'est la business. Puis je sais pas pourquoi, c'est comme les galeries, c'est comme les éditeurs. Faut toujours qu'ils soient, qu'on profite des artistes. Oh, t'inquiète pas, lui, ça va être le dernier, il nous écœurera pas trop, là, tu sais. On est toujours les... Moi, je trouve ça terrifiant, je trouve ça abominable. Tu as débuté ta carrière comme auteur de bande dessinée, on l'a dit, dans Métal Hurlant. Après ça, dans les années 80 au Québec, là, tu dis Crow voulait pas de toi. Malheureusement, à cette époque-là... Zéro. C'était Crow ou rien. Hein? Non, c'était de l'humour que je trouve absolument plate. Puis d'ailleurs, je vais rencontrer, comment il s'appelle, Huet, à Paris, parce que j'avais décidé de m'installer à Paris. J'avais su qu'il était là, je l'avais rencontré, puis il avait été complètement... je lui avais montré mes planches de Métal Hurlant, puis ça l'avait complètement inintéressé. En fait, c'est le genre de gars que j'ai trouvé assez désagréable. Et ça m'a vraiment démoli. Et j'ai continué quand même à faire Atlantic City et tout ça. Qui a été coédité d'ailleurs, qui a été publié en Europe chez les Humanoïdes Associés. Oui, absolument. Puis ailleurs et tout ça, puis des choses que je sais même pas. Et tout ce que moi je voulais de cet album, c'est de faire quelque chose, pas humoristique, à planter les gens de Drummondville. Là. Ça m'intéressait pas, ça. Je trouve ça absolument insignifiant. Je voulais... Puis dans le fond, j'étais un des premiers à créer un roman graphique. Parce que mon histoire, c'était pas une histoire à gogo, là. C'était une histoire où un écrivain cherche ses idées à Atlantic City. Moi, j'ai dessiné tout cet album-là là, sur du Mahler, sur la musique de Mahler. Fait qu'imagine comment, pour moi, l'ambiance était ce qui avait de plus important. Fait que si tu regardes les pages, tu vas comprendre que mettre de la musique de Mahler là-dessus, tu vas comprendre qu'il y a une intensité, il y a de l'ambiance. Puis moi, l'ambiance, c'est toujours ce que j'ai aimé le plus. Et au niveau architectural, il n'y a rien au Québec à cette époque-là qui est de cette envergure-là. Non, mais c'était pas important pour moi, ça. Non, mais sauf que... c'est correct. Mais tu vois, au point de vue architectural, ce qui n'était pas important pour moi, c'était pas l'architecture, c'était le feeling. Non, mais ça, c'est ici... comment on se sent. Ça, c'est... Oui. C'est immense, c'est vaste, ça a du souffle. Mais personne n'a compris ça.
évidemment, on pourrait essayer d'évoquer des raisons, mais non, mais c'est pas important. Parce que ce qui est important au final, c'est que cet album-là, même encore aujourd'hui, en 2024, Atlantic City, on s'assoit, on lit, et on se prend une claque. Là. Même encore aujourd'hui, du point de vue graphique, c'est audacieux, c'est novateur, c'est... J'avais utilisé des lignes pour remplir les pages. Moi, je t'ai rendu vraiment là-dedans, à occuper l'espace. Parce que l'espace, l'ambiance et tout ça, pour moi, c'était primordial. C'est ça que je voulais créer. Pas des personnages avec des petits bras. Hein? Une ambiance, une mise un peu un peu comme des réalisateurs italiens, tu sais, ouais. Très moudés, avec des focales un peu foquées. Ben, en fait, le dénominateur commun de ton œuvre, de tous tes albums, c'est le lieu. Ouais. Spree, c'est Montréal. Le Petit Ramoneur, c'est Québec. Atlantic City, c'est une espèce d'Amérique fantasmée qui croise. Ouais. Il y a quelque chose de grandiloquent. Moi, je suis un grand lecteur des écrivains américains. Je les adore. Même leurs noms sont absolument trop beaux. Ils sont beaux. C'est des beaux univers. Mais pourquoi les Américains? Est-ce que parce que c'est la conjoncture de la francophonie? Puis... Parce que c'est les plus forts. C'est affreux ce que je dis là. Moi, l'Amérique, c'est mon pays favori. Et ils ont tellement grandi, tellement évolué, tellement construit de choses, tellement écrit de choses, tellement fait de choses, tellement de guerres, tellement de ci, tellement de ça. À travers ça, il y a eu des gens absolument exceptionnels, tabarnak, Hemingway, tabarnak, n'importe qui. Tu sais, c'est des gens qui ont ramassé toutes ces... Ce qu'on n'a pas ici, ici, hein, on ne veut pas le savoir, on le cache. Mais aux États-Unis, ils l'ont gardé, puis ils en ont fait des artistes absolument extraordinaires. Mais dans le fond, tu me parles de fierté. C'est de ça dont tu me parles. Pas juste de fierté, ils ramassent leur culture. Ici, on a tellement de culture qu'on n'a jamais ramassé. On n'a jamais été fiers de notre culture. On l'a toujours tassé. Les Américains, ils sont fiers de leur culture. Ben alors... Ils ont bâti des scénarios sur leur culture. Ils ont fait... Écoute, ils n'ont pas fait des choses à moitié là-bas. C'est complètement hallucinant, l'histoire de l'Amérique. En si peu de temps, t'as rendu compte, ça fait quoi, 400 ans? Oui, 400 ans à peine. En 400 ans, tout ce qu'ils ont fait, ils ont réussi même à envoyer un homme sur la Lune. Fait que, tu sais, moi, ce que je trouve absolument fantastique, c'est justement cette fierté qu'ont eu les auteurs, les cinéastes, et tout ça, quelque chose de fantastique, ce qu'on n'a jamais fait ici. Mais tu vois, ce que tu dis là, moi, c'est ce que je sens dans ton œuvre. Pour moi, tu viens de décrire exactement c'est quoi un album de Cédric Lotte. C'est-à-dire, sans concession, tu ne t'excuses pas d'être ce que tu es, tu ne le fous en plein visage avec tout ce que t'es, la somme de toutes les expériences de ta vie, toute la somme de ta sensibilité. Pour moi, c'est ça un album de Cédric Lotte. Et c'est pour ça que, pour moi, comme lecteur, tu te distingues du lot. Et que je trouve que c'est une excellente nouvelle que tu sois revenu au Médium. Ah, t'es gentil, tu sais. C'est pas de la gentillesse. Je suis un batailleur. Moi, je suis un batailleur, puis... Je suis un batailleur qui... Je sais pas comment dire ça. C'est sûr que je suis frustré parce que... tu
sais, surtout en ce moment, moi, la génération en ce moment, je la déteste. Moi, j'aimerais pas être à la place de mes enfants. Cette génération me dégoûte profondément. C'est affreux ce que je dis. Oui, mais Cédric, on leur a quand même pas laissé un super terrain de jeu non plus, là. Non. Regarde, on leur a donné plein d'outils qui font qu'ils sont en train de nous étrangler bien raide. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu ça, Cédric? Il y a une phase où l'enfant cherche à tuer le père, cherche à tuer la mère, de manière symbolique, là, on s'entend. Quand t'es seul, je me souviens quand j'étais seul, j'étais petit, là, j'allais dans le bois, je me suis jamais ennuyé de ma vie. J'avais des cabanes partout, je creusais des trous, puis je voyais les chevreuils passer, puis ils me voyaient pas. Je creusais des tunnels dans la terre, puis quelquefois je tombais nez à nez avec un sniper, une grosse tortue. J'apprenais à... Je tirais à l'arc calice sur les brochets, dans la rivière aux brochets, à Fredericksburg. Je trappais. J'avais des cabanes partout. J'étais heureux, j'étais libre. J'avais pas un crise d'amis. Tu sais, tout ça a fait que je suis capable d'écrire. C'est fou comment je suis capable de... Moi, j'ai aucun problème de scénario. Puis là, je cherche. Je pourrais t'en écrire des tonnes. J'en ai des tonnes dans mes tiroirs. C'est de scénarios abominables, beaux, méchants, magnifiques, gentils. Je viens du village de Lotbinière, comme je vous ai raconté, où tous les gars étaient marins ou capitaines, ou peu importe, partaient 6 mois, puis revenaient à Lotbinière avec une tonne d'argent, puis les se défonçaient complètement, puis ils achetaient les plus belles voitures qui existaient, les plus gros muscle cars, puis ils se collaient contre les murs de l'hôtel. Ça s'appelait l'hôtel Saint-Louis. D'ailleurs, tous les murs sont encore pleins de tout le devant de toutes ces voitures-là. Et c'est ça qui m'a... c'était le sujet de mes bandes dessinées pour Métal Hurlant. Métal Hurlant, il capotait raide, là, des cow-boys qui... Ben oui, c'est l'Amérique. L'Amérique. Puis moi, j'étais l'Américain à mort. Puis quand je suis allé les voir, moi, je suis devenu très chum avec Manœuvre, Philippe Manœuvre, qui m'adorait, que j'ai vu dernièrement à Angoulême. Oui, parce que tu es retourné à Angoulême cette année, là. Ouais. Il y a eu des retrouvailles avec certains anciens de Métal Hurlant. Oui, ben j'ai revu Jean-Pierre Deyanet qui ne me reconnaissait pas. Et j'ai revu Manœuvre qui ne me reconnaissait pas non plus. Je lui dis « Hey, Manœuvre, c'est moi, ton chum, Cédric. Hein? Écoute, je rencontre tellement de monde, putain. » Puis il regarde mon badge. Cédric là de Canada. Ah! Puis là, il me saute dessus, puis il me sert de toutes ses forces. Ça m'a fait tellement plaisir. T'sais, pour moi, ça a été les plus belles années de ma vie, ça, c'est le Métal Hurlant. Ça a tellement été fantastique. Le bureau de Métal Hurlant, ça avait pas... Oui, c'est mythique. Ça avait pas de crise de bon sens. C'est tellement... Mais là, ils ont relancé le magazine. Alors, Cédric, dis-moi que tu vas y retourner. Il y a un projet, tu as eu une offre, il y a quelque chose. Ben, Dionnet m'avait proposé... parce que c'est lui qui dirige quelques albums, de faire un truc pour le chat. Un spécial chat. Et ça n'a pas donné, tout ça. Puis je l'ai rencontré après à Angoulême. Puis je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis, très sincèrement, maladroitement, je lui ai dit, tu sais, Jean-Pierre, tout ce qu'il y a dans le nouveau Métal Hurlant, je trouve ça mauvais.
puis il m'a dit « T'as bien raison. » Parce que tout est orienté vers ce qu'en ce moment me rend fou. La simplicité, la facilité, la médiocrité, les trucs japonais, tout ça. Écoute, moi j'ai grandi avec des trucs japonais dans la télévision animée à 3 images secondes, plus capable avec des gros yeux, tout ça. Regarde, ça m'intéresse même plus. C'est pas mon truc. Puis quand je suis allé à Angoulême, je me suis rendu compte que j'étais tellement dépassé que j'étais pas là. Pas dépassé par la qualité, dépassé parce que c'est plus mon époque. C'est une époque que j'aime pas. L'époque, c'est... Heureusement, moi j'ai 3 gars, puis ils ont réussi à sortir de cette époque-là parce qu'ils ont grandi avec moi pendant 8 ans, tout seul. Heureusement, mais ce qui en est de cette époque-là m'écoeure. J'ai absolument aucune affinité avec cette époque-là. T'sais, pour moi, c'est de la paresse, un manque de recherche, un manque de passion, un manque d'héros, Quand j'étais jeune, moi, j'étais fasciné par des livres que mes parents avaient gravés par Gustave Doré et tout ça, sur l'histoire de France et tout ça. Oublie ça, en même temps. Ils ne savent même pas c'est qui John Lennon, tabarnak. T'sais. Oui, mais en même temps, je veux faire contrepoint à ça parce que on vit en même temps à une époque, puis là, on va parler de l'industrie de la bande... Juste nommer l'industrie de la bande dessinée. On peut à la fois, en 2024... tomber sur une réédition d'un grand classique, on peut tomber sur un truc beaucoup plus moderne et actuel, qui plaît pas, et on peut aussi tomber sur un album de Cédric Lotte. Alors moi je trouve que l'époque dans laquelle on vit présentement, elle a quand même ça de bon, c'est que je trouve que même si les gens sont dotés d'œillères, il y a un milieu qui a une offre quand même foisonnante, et je trouve qu'aujourd'hui on peut plus facilement trouver son compte dans cette offre-là. Et je parle d'expérience personnelle qui a 30 ans. C'est très drôle ce que tu me dis, parce que j'ai une critique, probablement la critique que j'ai aimée le plus, c'est une jeune fille qui a lu 3 de mes albums. Puis, dans sa critique, elle dit... Je n'étais pas habitué à ce genre de graphisme, à ce genre de dessin, à ce genre de style. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, le scénario, et j'ai trouvé les dessins magnifiques. Là, ça pour moi, là, c'est la totale. Tu comprends? Ça veut dire qu'ils sont... complètement, ces jeunes-là, là, ils sont complètement alignés vers le manga, vers la facilité, vers l'ordinateur, vers les vite faites, vers le gna. Pas de recherche, pas de rien. Zéro tabarnak. Pas de décor, pas d'ambiance. Rien! Il se passe rien! Bon, je suis dur, là, mais à un moment donné, là, tu sais, la facilité, on a accepté la facilité dans la bande dessinée, puis ça, pour moi, c'est un reproche absolument énorme. Mais qui l'a accepté? Les lecteurs? Une génération qui s'est habituée à la facilité. Mais en même temps, je pourrais te dire, puis là je fais l'avocat du diable, est-ce que tu connais Chris Ware, l'américain Chris Ware? Oui. Bon, alors Chris Ware. Non, mais attends, là, tu parles d'autre chose. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit à une époque où tu peux tout aussi bien lire un manga que de lire Chris Ware. Écoute-moi, Chris Ware, c'est un génie, c'est hyper brillant, graphique et tout ça. Ça s'en va au musée, là. Le reste à côté, c'est du caca, là. Tu comprends?
il y a une technique là-dedans, il y a du travail. Les gens ne travaillent plus ici, ça leur tente plus de travailler ici, ça leur tente plus de chercher. Puis quand ils cherchent, ils s'en vont sur Internet, ça leur donne des... Regarde, moi je trouve ça abominable. Moi c'est une génération que Moi, ce que j'ai vu à Angoulême, là, ça m'a tellement écœuré, j'y retournerai plus jamais pour la deuxième fois, là. Jamais. Parce que c'est tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil. Il y a rien d'intéressant. Il n'y a pas de personnalité. Tout est comme figé dans une espèce de fil où tout se retrouve sur Internet et tout ça. Puis tout le monde approuve. Puis si t'approuves pas, ben t'es un crisse de cave. Mais ça, pour moi, c'est pas... La responsabilité incombe beaucoup à l'industrie. Parce que l'industrie met ces livres-là, imprime ces livres-là, produit ces livres-là. Ils sont pas cons, parce qu'ils voient bien que le business est là. Fait qu'ils amplifient le phénomène merdique. Ils font tout pour que ça soit... Parce qu'il y a une tendance... Écoute, j'ai 35 ans de pub, encore. Je sais c'est quoi les stratégies et tout ça. Je suis pas un cave, je suis pas un petit graphiste. Là. Je sais ce que c'est. Et ils ont... Je l'ai vu à Angoulême, tout le monde investit là-dedans. Dans cette tendance-là, je connais pas tous les termes parce que ça m'intéresse pas, mais toute cette tendance pseudo-japonaise, écoute, moi j'avais 10 ans, j'écoutais des films d'animation à 3 images secondes, je voulais les tuer, tabarnak, je trouvais ça dégueulasse, mais on est rendu là. C'est une espèce de facilité qu'on est incapable de juger comme ce que je suis en train de faire, parce que sinon, on va se faire crisser une petite baffe sur la gueule, parce que ce que je dis, c'est pas rentable. Tu es revenu à la bande dessinée. Il y a une raison derrière ça. Il y a un désir, il y a une pulsion. Et quand je parle de bande dessinée, en fait, je parle de création. Parce que on prend l'album du Petit Ramoneur, pour certains, ça ne cadre pas avec les standards. Absolument pas. Bon, mais moi, je parle quand même de bande dessinée parce que c'est une séquence narrative illustrée, puis on va pas commencer à tomber dans ce que c'est une bande dessinée, mais pour moi, en tout cas, on parle de création. Tu es revenu à ce médium-là. On pourrait dire que ton 35 ans en publicité, c'est une espèce de parenthèse. Ah, mais à travers ça, j'ai fait plein de choses. Oui. Écoute, j'ai créé... une série qui s'appelait Le Monde des Bulles avec Softimage et tout ça, qui était vendu partout. Et les seuls qui ont pas compris, c'était Téléfilm. J'ai investi une tonne d'argent, j'ai arrêté la pub pour faire que ça. TVA avait acheté la série. Dupuis, j'étais en France chez Dupuis, puis ils avaient acheté la série BD. C'était un film 3D 3 ans avant Toy Story. Puis c'était vraiment dans les mêmes principes. Là. Ici, ça n'a pas passé. Puis regarde comment c'était beau. Ben oui, c'est beau, certain que c'est beau. Tabarnak. Pourquoi nous, au Québec, on n'est pas capable de faire ça? Pourquoi? Et ça a toujours été mon problème ici. Ça a toujours été ça. Tu sais, cet album-là, le Petit Ramoneur, je m'attendais à mieux que ça. Je l'ai fait un petit peu pour l'honneur de Québec. Pour voir que Québec, il y avait d'autres choses que le Château Frontenac et tout ça. Puis de toute façon, ils ont tous décalissé Québec. C'est plein
magasin pour vendre des cochonneries. J'ai fait ça pour vous montrer, regarde comment c'est beau, Québec. Regarde. Je devais avoir quelque chose à l'hôtel de ville, ça n'a pas été fait. En tout cas, je n'irai pas plus loin. En même temps, un livre, c'est pérenne. Peut-être que ce quand livre-là tu fais quelque chose, il faut que tu le fasses pour quelque chose. Ah ben oui, je comprends. T'as rendu compte le travail qu'il y a là-dedans? Ben oui, c'est dingue. C'est malade, c'est le travail qu'il y a là-dedans. Puis quand tu vois le résultat, tu te dis... Ah... Tu sais, des albums ou... en tout cas. Fait que parce qu'on le sait tous qu'on fait pas d'argent avec la bande dessinée, c'est pas un truc où tu vas faire des millions, là. Tu sais, tu fais ça par passion, tu fais ça parce que tu as un projet, parce que tu as une vision, parce que tu as quelque chose, tu sais. Ce que j'entends, là, corrige-moi si je me trompe, mais... Et c'est exactement ça que j'ai vécu, moi, en lisant Le Ramoneur, c'est... Je sens chez toi cette capacité d'émerveillement. Et ça, moi, je regarde à gauche, à droite, autour de moi, et je vois pas ça beaucoup. Ouais. Et je reviens à l'enfance. Qu'est-ce que c'est un enfant, au fond? Un enfant, c'est quelqu'un qui a un regard vierge, qui est doté... un enfant, c'est pas cynique à la base, hein? On le devient cynique, on devient désillusionné, on devient blessé. Mais un enfant, ça a une capacité d'émerveillement intacte, parce que ça découvre un enfant. Les premières années de la vie d'un enfant, qu'est-ce que c'est? C'est la découverte. C'est l'innocence. C'est l'innocence. Peut-être que dans le fond, ce que j'entends chez toi, c'est qu'on vit dans un monde où on est un peu éteint, cette capacité d'émerveillement-là. C'est comme si on n'y accordait plus d'attention ou qu'on se donnait plus les moyens d'être dans des états comme ça. Et moi, en lisant ton plus récent album, c'est ça que j'ai reçu. Et c'est pour ça que je pense que ça exige beaucoup plus qu'une lecture. Ben, là, tu viens de taper dans... Tu me fais un peu mal, là, parce que, tu sais, moi j'ai eu une enfance difficile, tough, vraiment tough, à coups de poing sur la gueule tout le temps. Et moi, les enfants, pour moi, c'est ce qui est le plus beau. C'est l'innocence, l'émerveillement, la gentillesse. Et moi, en fait, c'est affreux ce que je veux dire, mais moi, l'être humain, en général, je ne l'aime pas. Encore moins, dans cette génération, l'être humain me dégoûte, il m'écoeure. Honnêtement, là, pas tout le monde, heureusement, mais en général, c'est mon univers. Tu sais, j'ai grandi là-dedans. Et je continue à vivre là-dedans. Et la pire chose, puis tu vas le retrouver dans tous mes albums, c'est l'injustice. Pour moi, l'injustice, c'est ce qu'il y a de plus épouvantable. Moi, l'injustice, c'est affreux, là. C'est affreux. Et les enfants sont trop souvent victimes d'injustice parce qu'ils sont trop faibles, ils sont trop petits. Et c'est ce que j'essaie d'écrire dans mes albums, tu sais, Et comment un petit gars ou une petite fille, puisque peut-être qu'un jour je ferai une petite fille, peuvent se rebeller devant tout ça, se rendre encore plus fort, se rendre encore plus beau, se rendre encore plus merveilleux, puis plus fier de soi. J'adore quand ils sont cruels. J'adore quand ils sont cruels parce qu'on les a mis au monde, puis c'est eux qui doivent se battre contre le monde, qui est un monde absolument... Excusez-moi,
Je suis pas dans une bonne période en ce moment. Dégueulasse, je suis vraiment... Moi, je suis très fâché. D'ailleurs, j'ai toute une série qui a été faite que j'ai fait sur les enfants fâchés, qui regardent, par exemple, leur père acheter un F-150 Super Duty, tabarnak, gros. Puis ils démolissent à coups de batte de golf et tout ça, puis le bonhomme, mon F-150! Mais ils comprennent pas. Et quand je fais des trucs comme ça, les gens réagissent mal. Ils disent, oh, t'es agressif, Cédric, c'est agressif ce que tu fais. Ouais, mais on va-tu arrêter? Oui, mais créer, c'est résister, c'est ce que tu fais. Spray, c'est ça. Spray, c'est un enfant qui s'est dégueulassement édité, décrissé, complètement défait. Mais au-delà de ça, le souffle, lui, est intact. Moi, j'ai lu Spray, j'ai relu Spray, et c'est ça. C'est un acte de résistance. Créer, c'est résister. Mais moi, quand j'ai dessiné Spray en cases différentes, mais de toutes sortes de grosseurs, grosses, moyennes, et que j'ai ajouté sur des pages qui devaient être à la verticale, à l'horizontale, à l'italienne. Et mon éditeur m'a tout fait changer, tout ça. Mais chaque case que j'ai fait, là, c'est pour ça que je suis plus capable de dessiner comme une page avec plein de cases et tout ça, avec des détails. Je suis plus capable de faire ça parce que chaque case que je faisais dans mon album, j'y allais à grands coups de pinceau. Puis je dessinais. Puis là, j'envoyais toute ma rage, tout mon talent là-dedans. Puis après, ça en faisait un esti de paquet pour faire une page, mais c'était des vraies cases. C'était pas des cases comme un storyboard, là. C'était des cases qui étaient senties. Comme il y a des Américains absolument extraordinaires qui font des albums sur Wolverine et tout ça. Ils ont complètement démantelé toute la structure BC, tout ça qu'on connaît, Superman et tout ça. C'est rendu tellement... Il y a tellement de texture, il y a tellement de lumière, il y a tellement de force dans chaque bande dessinée plutôt que les bandes dessinées qui ont été dessinées... Là, tu parles de Bill Sienkiewicz. Ça, c'en est un. Oui! Ça, c'en est... Oui, mais là, alors... Oui, mais la bande dessinée... Oui, mais c'est ça! Donc, la bande dessinée, c'est pas une chose. La bande dessinée, elle est plurielle. Moi, le graphique ont été fantastiques parce qu'ils m'ont laissé l'os. Bon, il y a eu quelques détails parce que ça aurait dû être plus gros, plus si, mais ils m'ont quand même donné la chance de faire des doubles pages, des ci, des ça, ce qui est absolument extraordinaire. Mais cette maison d'édition a besoin d'un énorme coup de main en promotion, en aide, tu sais. C'est une maison d'édition absolument extraordinaire qui a un bon flair. Moi, je trouve qu'elle a un très bon flair, qui risque, un peu comme Métal Hurlant faisait à l'époque, les humanoïdes, ils risquaient en tabarnak, ils s'en allaient, mais c'est fou parce que à cette époque-là, Métal Hurlant prenait tellement de risques. Ils prenaient les risques des jeunes. À cette époque-là, les jeunes, là, tabarnak, style... Oui, mais il y avait une effervescence aussi, ça poussait, là. Ah non, mais ils voulaient... Ils étaient baveux, mais tu sais, tu parlais de Crow tantôt, qui a accepté des gens, mais qui a refusé des gens. Métal Hurlant, c'est des artistes aussi qui se sont vus refuser Pilote, qui se sont vus refuser Charlie, qui se sont vus refuser... Bon, alors...
Alors, c'est un cycle. La bonne nouvelle, c'est que ça se perpétue, tu sais. Là, tu vois, avec le petit ramoneur, t'as pu le publier dans un format qui te convenait chez Moelle Graphique. Donc, c'est la preuve que tout est possible encore aujourd'hui. Je suis très content. C'est sûr que Moelle Graphique est une belle maison d'édition avec beaucoup de courage, mais pas très de moyens. Et il faut... Puis j'en parle parce que je suis un publicitaire de 35 ans. Là, je sais c'est quoi de la mise en marché. Et je sais pas si j'ai encore la force de faire une suite à tout ça. Et ça prend vraiment... Ça prend toute une armée. Ça prend des canons en arrière. Ça prend... C'est difficile, c'est tough de vendre des albums, c'est dur. Et moi, je veux plus travailler pour rien. Tu comprends? Je comprends très bien. Je suis bientôt 70 ans. Peut-être que je vais m'aligner vers des choses qui sont peut-être... plus artistique et plus rentable. Mais ça me ferait de la peine. Premièrement, ça me ferait de la peine pour moi le graphique parce que je les adore. Parce que c'est un début absolument extraordinaire. Mais il faut trouver vraiment un moyen pour nous mettre au monde, nous vendre. C'est quoi le crise de problème au Québec? Ben là, c'est la chaîne... Oui, mais là, ça, c'est une autre discussion, mais c'est la chaîne du livre, c'est comment un livre est défendu dans les médias, mais comment un livre est défendu en librairie. C'est tout ça, en fait. La chaîne du livre, c'est un écosystème et comme n'importe quel objet culturel, il faut qu'il soit mis en relation. Dominique, ma dinde de Noël, là, je l'ai édité moi-même. Mm-hmm. Ça s'appelle... Ma maison d'édition s'appelle Ras-le-Bol. Oui. Ras-le-Bol, pourquoi? Parce que je t'ai écœuré des hosties de maisons d'édition. Je les connais, j'en ai connu beaucoup. J'ai tout distribué moi-même. J'ai imprimé moi-même. J'ai tout fait moi-même. J'ai tout vendu En plus, j'étais vraiment en retard, là, j'étais décembre. Là. J'ai tout vendu en 1 mois et demi. J'ai appris à connaître toutes les hosties de libraires au Québec. Ceux qui sont gentils, ceux qui sont pas gentils, ceux qui veulent 40 ou pas 30, ceux qui trouvent que ton travail est magnifique, qui vont t'aider, tout ça, Je les connais tous. Je les ai toutes faites jusqu'à Sept-Îles, tabarnak. Moi-même, en auto. 500 exemplaires. Puis ça m'a coûté... Puis c'est quand même un énorme format. Ouais. Et j'ai vu comment ça marchait. J'aurais pu en faire plus. Mais j'aurais plus les moyens parce que forcément, il y a l'essence et tout ça, mais pas 50% de distribution. Tu comprends pas. Ça n'a plus de sens à un moment donné. Tu te dis, mais attends, tabarnak. C'est parce que c'est vraiment devenu une espèce de mafia où tu arrives, tu poses tel album en avant dans la vitrine, puis lui, il ne peut pas, puis tout ça. C'est vraiment de la manipulation. Ben, c'est parce qu'au-delà de ça, Cédric, c'est l'argent. Non, puis il y a une surproduction. Tu sais, un livre... Non. Ah ben moi, j'ai été libraire, je peux te le garantir, que j'ai passé beaucoup de temps à ouvrir des boîtes de nouveautés et à me creuser la tête pour me dire, cette semaine, j'ai 25 nouveaux albums, qu'est-ce que je fais pour leur accorder une place? 1 million de choses à faire. T'es pas obligé de juste les mettre dans la vitrine. Maintenant,
on a des systèmes... des systèmes mais c'est pas ce que je faisais, web là. Absolument extraordinaires. Ben oui, je comprends. Et moi, j'ai passé mon temps à faire la promotion par balado, par vidéo, les clients qui rentrent, faire des expositions, faire des rencontres. Mais il y a un moment où, ce que je dis, c'est qu'il y a tellement de productions actuellement, en Europe, au Québec, aux États-Unis, ils se publient beaucoup trop de livres. Ça, on s'en fout. Oui, je suis absolument d'accord. On s'en fout. Mais il faut arrêter de publier des livres de merde aussi. Ah oui, mais là, ça, mais oui. Et une autre chose, c'est que, par mon expérience publicitaire, moi, je te dirais, quand tu as un coup de cœur, si tu le drives, là, puis il y a 1 million de façons de le driver fort, tu sais, et que tu en aies 10 000, 3 000, on s'en crisse, là. Faut juste que tu trouves le bon, puis que tu le drives. Il y a beaucoup de cochonneries. Puis moi, je vais te dire un truc. Tu vas peut-être pas m'aimer, mais on est trop gentils ici au Québec dans la critique. Tout est beau, tout est magnifique, tout est extraordinaire. Ah, que c'est beau, gna, gna, gna. On attend de voir la suite. Gna, gna, gna. Mais il n'y a personne qui démolit rien. Puis à un moment donné, il faut s'ajuster parce que c'est plate de démolir des choses. J'haïs ça, démolir des choses. Mais il y a des choses qui ne valent pas la peine. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je peux juste te dire une chose, puis je cherche pas du tout à me défendre, mais j'ai des collègues et moi-même, je fais la même chose. Nous, pour plusieurs, faisons le choix de ne pas parler d'un album. Parce que démolir un album, on parle si peu de bande dessinée dans les médias que si on se met à taper sur le clou, je suis convaincu qu'on n'aide pas la cause. Alors moi, comme médiateur, je choisis de ne pas parler d'album. Comme si, par exemple, à mon balado, je décidais d'inviter quelqu'un dont je ne considérais pas le travail intéressant. Je perdrais mon temps, puis je ferais perdre le temps des auditeurs et des auditrices. Donc, ben justement, je vais te poser cette question. Pourquoi tu fais ça? C'est une excellente question, Cédric. Et puisque tu es d'une grande transparence à ce micro-là, je vais me permettre de l'être aussi. Mon but, c'est... Bon, moi, la bande dessinée, c'est une grande passion. Je pense qu'on l'entend, je pense qu'on le lit, je pense qu'on le constate quand on me côtoie dans mes écrits ou quand on m'écoute. Moi, l'idée, c'est d'être une passerelle. Moi, j'ai envie de transmettre quelque chose. Moi, j'ai envie de mettre les gens en relation avec des œuvres. Moi, quand j'ai parlé du Petit Ramoneur dans le Journal de Montréal, je me suis dit, si je réussis à convaincre quelqu'un dans une binerie qui mange ses œufs puis qui boit son café un samedi matin, qui tombe sur mon article puis qui fait « Hey, c'est beau! » C'est arrivé. Ben alors, j'ai fait mon travail. Et c'est ce qui fait que je continue de faire ce travail-là. Parce qu'autrement, là, j'éprouve une très grande fatigue professionnelle par rapport à mon travail. Parce que je trouve que le milieu est ingrat. Je trouve que les gens... Tu parlais tantôt de facilité. Je trouve qu'on manque d'envergure trop souvent et d'exigence. Mais je continue de me battre pareil parce qu'à travers tout ça, j'ai encore cette pulsion-là qui me donne envie. Je lis un truc puis je fais « Mais il faut que j'en parle. » J'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Puis mon épouse, ça ne l'intéresse pas. Et je ne vais pas parler à mon mur chez nous, Cédric. Alors, il faut que je parle de ça à quelqu'un. Alors, cette pulsion-là que j'avais comme créateur, je l'ai maintenant comme médiateur. Je me dis, ouais, attends, j'ai lu un truc, il faut absolument que j'en parle. Et si je réussis à convaincre une seule personne, ben au moins c'est une première. Et elle va probablement prendre le relais et convaincre une autre personne. Mais ça Dominique, j'en suis certain parce que je pense que jamais tu donnerais autant d'énergie pour quelque chose que tu n'aimerais pas.
Non. Alors je fais le choix, Cédric, de ne pas en parler, pas par crainte de représailles, parce que Dieu sait que des représailles et de l'adversité, j'y fais face, et j'y ai fait face, et je vais continuer d'y faire face. Mais par respect pour les autrices, pour les auteurs, pour les illustrateurs, pour les artistes qui, eux, font bien leur travail. Alors, au lieu de traîner le travail de quelqu'un dans la boue, parce que je trouve que c'est minable, je préfère faire le choix de ne pas en parler et de braquer les projecteurs sur quelque chose qui vaut la peine d'être défendu, et c'est ce que je fais. Je suis un indécrottable romantique, Cédric, et c'est comme ça. Et c'est ce qui me mènera à ma perte. Tu sais, Cédric? C'est probablement ce qui me mènera à ma perte. Non. Mais j'en ai rien à cirer. Mais t'es un batailleur. Ben, comme toi. T'es un batailleur pour nous. Et, tu sais, je pense qu'il faut voir les choses claires à un moment donné. Et de faire des critiques sur les gens qu'on aime, qu'elles soient méchantes, mauvaises et tout ça. Il faut être honnête. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que les choses évoluent. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Et c'est comme ça que tu deviens meilleur, que je deviens meilleur, que tout le monde devient meilleur. Je tiens à te remercier de nous avoir reçus dans ton atelier. Et je te souhaite de la douceur, de la beauté et la force de continuer. Pour tes lectrices et lecteurs qui sont beaucoup plus nombreux que tu le soupçonnes. Ouais. Cédric, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Pour suivre Cédric Lotte, rendez-vous au facebook.com/cédric.lotte.73. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation BD, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.